ni plus ni moins. C'est quelque chose qui fait partie, qui doit faire au moins, je sais pas, 40% du métier du freelance, c'est savoir se vendre et savoir facturer, savoir bien vendre. Et ensuite, bah, ton expertise métier que tu vas importer dans ce que tu fais. Et c'est ce côté euh, arriver à gérer un équilibre entre des choses au forfait et des choses en régie qui souvent amène à faire que l'expérience de freelance se termine. Euh, il y a plein de cas de freelance en fait qui s'achèvent parce que à force de bosser à plein temps pour un client, bah, tu te retrouves à intégrer ce client-là. Moi, c'est ce qui a fini par m'arriver quand j'ai arrêté pour la première fois mon activité solo, c'était parce que ben, à force de faire du mono client, ça n'a plus vraiment de sens d'être complètement extérieur. C'est tout à fait ça. Même pour le client, je pense que ça sera beaucoup plus rentable qu'il t'intègre en tant que salarié. Mais même pour le salarié, c'est beaucoup plus rassurant d'avoir un statut de salarié par rapport à un statut de freelance. Le salarié, on a quelques avantages quand même en tant que salarié. Freelance, c'est bien. Enfin, on va pas devenir millionnaire en tant que freelance, mais il y a l'avantage numéro un d'être freelance, c'est quand même si tu t'engages à 100%, enfin, si tu travailles à 100%, si tu as la chance d'avoir 100% de ton temps couvert par des missions qui sont rentables, tu peux très bien t'en sortir. Faut pas se cacher. Tu peux très bien, enfin, niveau argent, enfin, niveau rentrée d'argent, niveau rentrée financière sont plus importantes qu'un salarié. Mais comme tu disais, tu vas avoir des périodes de creux qui peuvent durer relativement assez longtemps. Alors du coup, il faut réussir à faire un travail équilibriste pour lisser les rentrées et pour ne pas se retrouver avec des montagnes russes financières. Après, il y a ton banquier qui t'appelle, qui n'est pas content, et tu te retrouves avec des problèmes, tu peux trouver avec des problèmes financiers, c'est important. Si tu ne gères pas sur la longue durée. Alors ça, c'est un conseil que je donne à chaque jeune qui essaye de se lancer là-dessus. S'il part de zéro, comme tu l'as fait toi, c'est plus compliqué, mais s'il a la possibilité de partir avec un statut chômeur indemnisé, c'est de chercher à être rentable assez rapidement et puis de mettre un maximum d'argent de côté tant qu'on le peut, parce que le jour où on est obligé de se payer pleinement, bah là, c'est beaucoup moins possible d'être sur une démarche de capitaliser un peu. Et, euh, et c'est l'argent qu'on a pu gagner les premiers mois qui souvent fait la différence et qui permet d'être un peu plus sécure par rapport à ça. Tout à fait. Surtout que pour relancer la machine, c'est un peu compliqué. Là. Si je prends mon expérience qui m'est arrivée, mon mauvaise expérience qui est arrivée, le jour où j'ai su que l'entreprise allait déposer le bilan, le temps de relancer en fait toute la partie commerciale et prospection, il s'est passé un mois où je savais pas quoi. J'ai aucune entrée d'argent en fait. Donc du coup un mois sans rentrée d'argent à peu près. Donc les premières missions durent 1 à 2 semaines. Donc du coup ça fait on peut se retrouver facilement à 2 voire 3 mois sans rentrée d'argent. Donc là il faut vraiment prévoir 2 3 mois de dos sous la quille pour pouvoir passer à l'aise ce genre de problème. Et tu as quel statut d'ailleurs pour toutes ces missions? Auto-entrepreneur pour l'instant. Bon, le but, en fait, alors, je m'étais fixé un objectif fin 2019. Soit je reste, soit je bascule sur un statut sociétal, type SASU ou autre, soit je retournais dans le salariat parce que en tant qu'auto-entrepreneur, après c'est un autre sujet, mais c'est pas ce qui est le plus pratique pour pouvoir effectuer une activité d'entrepreneur. C'est bien pour se lancer. Après, si on veut travailler en mode agence, entre guillemets, c'est plus compliqué. Et du coup, là, tu as déjà fait ton choix ou tu sais pas encore vers quoi se dirige vers tes projets? Alors si mon choix, l'idéal ce serait que je parte sur un statut sociétal. J'ai un produit qui est en cours de finition. J'ai un produit, comment dire, une solution logicielle pour les mairies qui est vendu à Brassac. Qui peut être porteur. Donc, du coup, je vais essayer de me porter là-dessus.
Sinon, si je vois que ça marche pas, on va essayer de prospecter pour intégrer une entreprise en tant que salarié. Parce que ça, c'est vraiment le gros truc, c'est que dès lors qu'un freelance regarde un peu plus loin que le bout de son nez, moi, des quelques interviews que j'ai pu faire, il y en a peu qui cherchent à grossir. C'est pas parce que tu es freelance que tu as vocation à devenir chef d'entreprise, à embaucher, etc. Par contre, quasiment tous ont sous le coude une démarche produit et ils vivent le côté création d'un produit de niche, mais quelque chose qui puisse amener des revenus récurrents, comme étant le vrai échappatoire à leur statut de vendeur de son temps, en fait. Et moi, j'ai pas échappé à ça. Ça m'est arrivé à de très multiples reprises d'avoir des envies, des idées de produits à développer. Et, euh, et très clairement, puisqu'on est sur un épisode où on cherche à faire du retour d'expérience, des grosses difficultés à mener de front le côté mission où on vend son temps qui sont là pour bouffer, pour la partie alimentaire, et d'avoir quand même suffisamment de temps à disposition pour pouvoir développer son produit de manière cohérente. Moi, très clairement, c'est pour ça que sur JDN Co, on fait un clan familial, c'est pour arriver à plusieurs à créer ce que j'arrivais pas à créer tout seul, c'est-à-dire des produits qui tiennent un petit peu la route. Je pense que la clé du succès lorsqu'on est freelance ou quand on veut toucher un peu l'entrepreneuriat, c'est vraiment savoir s'entourer. C'est très important. C'est ça ce que j'ai remarqué. On peut pas faire grand-chose tout seul. Enfin, si on arrive à vendre son temps, on y arrive quand même tout seul. Mais c'est pas, si on veut entreprendre, c'est pas tout seul qu'on y arrive. Enfin, je pense pas que tout seul on puisse avancer quelque chose. Moi, je me sers, même en tant que freelance actuellement, j'ai compris une chose, c'est-à-dire que pour la prospection, faut s'armer d'outils. Alors maintenant, j'ai relancé j'ai relancé mon profil sur les plateformes de freelancing. Et pour moi, ces plateformes-là, c'est l'outil, comment dire, de business, l'amélioration de business entre guillemets. C'est-à-dire que c'est eux qui me rapportent mes clients maintenant. Je vais pas chercher, je vais pas passer 2, 3, 4 jours à essayer à siphonner LinkedIn pour trouver des clients ou des trucs comme ça. C'est voilà. Il me faut des apporteurs d'affaires, entre guillemets, et c'est ces plateformes-là qui le font actuellement. Donc, je suis prêt à céder une part de mon chiffre d'affaires pour ces plateformes-là pour améliorer et entretenir mon carnet client. Et justement, là, du coup, on se rapproche d'un sujet qui est, on, on va dire, compliqué. C'est les tarifs, puisque dans le freelancing, et de plus en plus, on voit de tous les tarifs pour tout type de prestations. Déjà, quel est votre rapport, on va dire, pas le rapport à l'argent, mais le rapport en fait, de vendre quelque chose et quelle est votre stratégie tarifaire? Alors, stratégie, moi, j'en ai pas trop au sens où je suis loin d'être le mec le plus doué au monde pour vendre mon temps. En revanche, un truc à absolument éviter, et c'est l'erreur classique que font 90% des freelances, c'est vraiment le seul vrai conseil que je pourrais donner de cette session, c'est ne surtout pas rentrer dans le schéma à se dire, bon, j'ai besoin de combien par mois en net? Allez, tant. Donc, je divise cette somme par, on va dire, 20 jours ouvrables et hop, voilà, j'ai mon tarif jour. C'est quelque chose d'assez terrible parce que ça implique qu'on devient complètement esclave de la vente de son temps et en plus de le faire systématiquement. Il faut, à mon sens, absolument voir sa tarification de manière ambitieuse, même à se dire, oh là là, mais c'est beaucoup trop par rapport à mes besoins. Euh, Tout simplement parce que déjà, on n'arrive jamais à être full avec 5 jours ouvrés par semaine qui est rentable et facturé. Et aussi parce que si on se retrouve à vendre vachement plus cher que ce dont on a besoin, peut-être qu'on ne va pas chercher à gagner vraiment cet argent-là, mais qu'une partie de cette plus-value, elle va servir à financer des jours qui seront absolument pas rentables, mais sur lesquels on va pouvoir bosser son produit. Voilà, je pense qu'il y aura une vision quand même entrepreneur sur son tarif. C'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé,
j'ai vu un peu les tarifs qui se pratiquaient sur un TGM. Je dis, ouais, c'est complètement dingue, je vais gagner X euros, enfin X centaines d'euros par jour, c'est hallucinant. Et en fin de compte, certes, on peut facturer X centaines d'euros par jour, enfin, environ 300 euros au début, en tant que débutant. Environ, voilà, ça. Et se retrouver en fait à passer, je sais pas, 1, 2, 3 mois sans rien toucher. Et c'est là que le problème. Et en fait, on se rend compte qu'en lissant sur une année, eh bien, on est à peu près sur un salaire moyen, en fait, entre guillemets. Et des fois, même, on peut se retrouver même en dessous du salaire moyen qui est pratiqué, si on ne fait pas attention. C'est pour ça il faut, quand on facture, et quand on facture au forfait, ce que je pense, c'est prendre en compte la valeur qu'on va apporter sur le contrat, sur la mission. Il faut pouvoir surfacturer, peut-être surfacturer, je ne sais pas. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que moi, il y a un truc avec les tarifs qui me pose vraiment problème, c'est d'avoir la réflexion de dire, bon, bah, sur le marché, combien vaut un dev ou combien je pense que je vaux ou combien est-ce que mon client pense que je vaux. Mais mon avis, hein, parce que mon avis, il faut toujours penser en valeur. C'est-à-dire que tu ne peux pas valoir la même chose selon tous les projets, puisque tu ne vas pas apporter la même chose dans tous les projets. Donc, je ne vois pas pourquoi le tarif serait le même pour tous. Et surtout, pour ton client, lui, ce qui le motive à te payer X euros, c'est qu'est-ce que tu lui apportes. Donc, en marketing, ça peut être combien est-ce que ce que tu vas faire pour lui va lui rapporter d'argent et donc d'en donner un tarif. Mais c'est quelle valeur tu apportes à son projet. Et du coup, ben, ça ne peut pas être lisse tout le temps avec cette logique. C'est complètement ça, oui. C'est la capacité à vraiment s'extraire de son corps et d'être objectif par rapport à la valeur qu'on peut apporter. Oui. Ça fait partie d'un des métiers qu'un freelance doit apprendre, c'est savoir se vendre. Et ça, c'est très important. Et ne pas avoir peur, et ne pas avoir peur de l'argent aussi. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Parce que savoir vendre et savoir facturer, c'est quelque chose qui est pas inné. Ça doit s'apprendre. Parce qu'on ne le fait pas tous les jours. Surtout lorsqu'on est du salariat, où on a eu l'habitude d'être drivé par son chef d'entreprise, par son patron. C'était lui qui disait la messe, en fait. Tu es obligé de donner tant, tu vas travailler tant d'heures, tout ça. Là, tu te retrouves en fait à prendre ces décisions-là pour toi-même. Et ça, c'est pas évident lorsqu'on commence l'activité de freelance. Ah bah, toutes les contraintes, de façon, de manière générale, les avantages, les inconvénients, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Enfin, en fait, le freelancing, au-delà de la compétence qu'on apporte, c'est un vrai métier parce qu'il faut apprendre, enfin, t'apprends une nouvelle vision et voir les choses d'un angle complètement différent que du statut de salarié. Tout à fait. Tout ce qui est partie commerciale, ni plus ni moins, c'est quelque chose qui fait partie, qui doit faire au moins, je sais pas, 40% du métier du freelance, c'est savoir se vendre et savoir facturer, savoir bien vendre. Et ensuite, ton expertise métier que tu vas importer dans ce que tu fais. Il y a un mouvement qui est aux États-Unis, et comme d'hab, les États-Unis, c'est un peu la boule de cristal de ce qui va se passer en France dans l'avenir proche, qui consiste à avoir effectivement des devs qui sont de plus en plus bankable, comme ils disent, qui ont un tarif assez élevé. Et ils ont repris en fait le schéma des agents artistiques où ils se retrouvent à rémunérer un agent qui est là en fait pour négocier à leur place quelque part, pour se dire moi je suis nul pour être vendeur, donc je vais pas chercher à acquérir ce métier. En revanche, je suis prêt à laisser X% à quelqu'un qui très clairement va faire tout ce taf de commercialisation à ma place. Donc c'est, je pense, pas forcément quelque chose qui est rentable pour l'instant en France parce que les tarifs sont trop bas pour lâcher, je sais pas, 15% à un agent comme une rockstar le ferait un agent artistique, mais il est possible que ça soit une vague qui arrive l'un de ces jours, en particulier avec des tarifs qui explosent quand on est sur des métiers très à la mode, dans de l'IA, du data scientist, tout ce genre de choses.
J'en ai entendu parler, oui, même en France, il y a deux, trois agents de dev, agents de développeurs qui font ça. Alors, j'ai pas les noms en tête, mais c'est quelque chose que j'ai déjà entendu parler quand j'étais en formation, d'ailleurs. Mais après, c'est peut-être que la cible de cible dev, le cible de développeur pour ce genre d'agent est peut-être bien particulier. Comme tu disais, ouais, c'est tout ce qui va toucher à data science et l'IA, etc., etc. Et du coup, Florentin, si c'était à refaire en sortant de ta formation, avec les connaissances que tu as maintenant, est-ce que tu partirais en freelance quand même parce que tu aimes ça ou est-ce que tu chercherais direct un poste de salarié? C'est une bonne question. Euh, genre, je pense que je le garderai parce que vraiment c'est vraiment une expérience. Enfin, freelancing, ouais, c'est vraiment quelque chose que j'affectionne. C'est un mode de travail que j'ai complètement, où j'adhère complètement. Et je me reverrai très très difficilement retrouver du travail en salariat. Même si des fois je me dis, il y a des jours où je me lève et je me dis, punaise, si j'étais salarié, j'aurais pas ça et ça à penser. Enfin, je viendrai au bureau, j'allumerai mon ordi à 8h et je le quitterai à 18h sans sourciller des problèmes qui auraient pu se passer auparavant. Tandis que là, au freelancing, voilà, c'est vraiment une façon de penser entrepreneur, une façon de penser où il faut que je satisfasse au maximum mon client. Mon client, il faut qu'il soit satisfait, sinon, il va me faire une mauvaise publicité, par exemple, tu vois, et on ne retravaillera peut-être pas ensemble. Donc, du coup, c'est des fois, il y a des moments où ça cogite un peu et voilà. Bon, enfin, moi, j'ai un affect, enfin, je mets une priorité sur la relation client, je mets une priorité sur la satisfaction client. Pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Voilà, que le client a un bon retour de ce que je fais. C'est quelque chose qui est normal, je pense, dans l'entrepreneuriat, le freelancing. Sans regret, je referai ce que j'ai fait. Et Ouais, moi, si je pourrais juste rajouter sur ma partie, plusieurs fois, j'ai pris la décision d'arrêter le freelance. Et en fait, à chaque fois, je l'ai regretté. Pas que les missions n'étaient pas intéressantes. J'ai vécu des choses passionnantes dans les entreprises qui m'ont recruté sur mes missions hors freelance. Mais j'ai presque l'impression que c'est un chemin sans retour, quoi. C'est qu'une fois qu'on a goûté à ça, on est marqué au fer rouge et ça devient assez difficile d'envisager de manière long terme un taf purement salarié ou alors à des conditions quand même assez particulières. Disons que le relationnel que tu as avec les gens qui sont dans le projet, c'est une relation client et peut-être pas subordonnée ou sur une relation transverse que tu peux trouver dans une agence ou une quelconque entreprise. Là, tu as vraiment une relation client et du coup, c'est ce que moi j'affecte beaucoup. C'est ces genres de relations-là. On travaille, on est vraiment professionnel, on va vraiment dans le même sens. Enfin, voilà. Par rapport à l'expérience de salarié que j'ai eue, où tu vois, tu viens, ce que je disais tout à l'heure, tu fais 8h, 17h, et après ça, tu rentres chez toi et c'est fini. Moi, j'ai besoin de ça en fait. J'ai besoin d'être impliqué à 100% dans ce que je fais. Et c'est pour ça que le côté freelance, c'est quelque chose c'est là où je retrouve ça en fait, cette sensation-là. Ouais, et il y a un autre truc. Là, on a parlé de beaucoup d'avantages, d'inconvénients, etc. du métier de freelance. Mais je pense que freelance, et c'est pas négatif, mais c'est pas fait pour tout le monde. Non, du tout. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour être freelance ou entrepreneur, et comme il y a des gens qui sont faits pour ça. Mais par contre, je pense qu'il n'y a qu'une seule solution de le savoir, c'est d'essayer. On peut pas savoir à l'avance que quelqu'un va se plaire ou va réussir, que tu peux réussir sans te plaire aussi. Dans le métier de freelance, il faut absolument le tester. Il n'y a pas d'autre solution. Déjà, ouais, déjà, freelance, ce qu'on n'arrivait pas de le dire depuis tout à l'heure, c'est vraiment une mentalité d'entrepreneur. C'est pas une mentalité salariée. C'est vraiment avoir envie, d'avoir envie de relever des challenges. Tous les jours, tu te lèves et tu dis, bon, aujourd'hui, je vais faire ça. C'est vraiment ça, je pense, que premier critère pour être un freelance, c'est vraiment avoir une âme d'entrepreneur, entre guillemets, je pense, hein. Il y a des gens qui sont très, très épanouis en tant que salariés. Il y a des gens qui sont très malheureux en tant que salariés.
Et l'inverse aussi, il y a des gens qui sont très épanouis en tant que freelance ou entrepreneur et des gens qui sont très malheureux et qui chercheraient à revenir sur le salariat. Ouais, je pense que tu as tout à fait raison. Et tu disais, il faut avoir envie de s'investir dans des projets, etc. Et donc, pareil, je pense que l'argent est important, mais ne doit pas être le critère principal. Parce que je l'ai déjà dit dans un autre épisode, mais si tu fais des choix par rapport à l'argent, il y a peu de chances qu'ils soient très efficaces. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, tu le vois et tu te rends compte quand tu sors d'une crise, crise passagère que j'ai eue, où tu te retrouves à choper des missions dans n'importe quel sens parce que ça va te rapporter de l'argent. Et au final, tu te rends compte que bah, tu es en train de choper des missions qui ne te plaisent peut-être pas forcément. Voilà. C'est pour ça que l'argent ne doit pas être le moteur numéro un de l'activité freelance. Très souvent, c'est les décisions qui nous semblent les plus rassurantes qui s'avèrent les moins pertinentes à long terme. Ouais, et je pense que du coup, il faut faire un vrai travail sur soi. Freelance, c'est aussi une aventure pour apprendre à se découvrir, à se connaître dans certaines situations auxquelles on n'aurait jamais été confronté avant. Et ça permet aussi, moi, en tout cas pour mon cas, d'ouvrir plein de pistes de réflexion. Et donc là, ça touche plus au dev perso, mais de, de vraiment travailler sur soi et de voir qu'est-ce qu'on peut faire évoluer chez soi et de le tester tout de suite, quoi. Si je fais un peu plus loin, le truc, c'est de dire que, enfin, moi, je sais que j'identifie plein de points d'amélioration sur moi que j'aurais pas identifié sans passer par le côté freelance. Et du coup, ça permet de pas, faut pas se voir comme un produit, mais moi, je trouve que ça permet d'envisager plein de pistes d'amélioration de soi. Oui, oui, c'est vrai. Ouais, moi, enfin, si on prend sur l'amélioration de soi, à la base, moi, je suis quelqu'un qui est très renfermé, très timide. Et du coup, pour réussir à passer ce cap-là, déjà, venir vous parler, faire une interview, même et se vendre, surtout en tant que freelance, faut vraiment, j'ai dû vraiment faire violence pour aller vers les gens, pour essayer enfin, pour parler déjà. Et voilà, et c'est une expérience, et c'est pour ça d'ailleurs aussi que j'aime ce côté freelance, hein, qui m'a permis en fait vraiment d'aller de l'avant et d'aller vers les gens. Ok. Bon, je pense qu'on a un épisode qui est assez conséquent. Merci beaucoup, Florentin. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, dans le Puy-de-Dôme, je suis souvent sur Clermont-Ferrand, mais là, sinon, je suis basé à Brassac-les-Mines, dans le sud du département. Ok, d'accord. Et tu as un site web s'il y a des gens qui veulent te contacter? Alors, oui, donc je suis sur enfin, digital404.fr, c'est le nom de ma structure, ma future structure. Et le site est encore en construction. Ok, Bon ça vieux marche. truc des cordonniers les plus mal chaussés, Voilà, ça, on exactement. connaît bien. C'est exactement ça. Moi, j'avais juste un tout petit truc qui est que je reviens finalement à ce qu'on se disait au tout début sur le cliché du freelance qui est juste du salariat déguisé. Il faut que tous ensemble on lutte contre ça. C'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée pour l'entreprise parce qu'elle va se retrouver, elle croit bypasser les contraintes du droit du travail, mais en fait, elle va juste se retrouver avec des gens qui peuvent se tirer avec un vrai savoir-faire qu'elle ferait mieux d'avoir en interne souvent. C'est une mauvaise idée pour le freelance parce que il va se retrouver à finalement être avec tous les inconvénients du salariat et pas beaucoup d'avantages à côté. Euh, et, euh, et ça empêche de cultiver la vraie qualité qu'on doit avoir, qui est celle d'être entrepreneur. Moi, j'ai passé pas mal de temps au Québec cette année et là-bas, ils appellent pas ça freelance, bien sûr, parce que c'est un horrible terme anglais. Ils disent travailleur autonome. Et un travailleur autonome, en fait, a une vraie légitimité là-bas, alors que c'est très facile de salarier quelqu'un et de le virer le lendemain. Dans le droit canadien, on n'est pas du tout sur la protection française. Donc, c'est la preuve qu'il y a un vrai créneau à prendre qui n'est pas celui d'être tout bêtement sur de la précarité, mais d'être sur des gens qui ont à apporter bien plus ou en tout cas différemment que pourrait le faire un salarié. C'est un autre mode de fonctionnement et je pense qu'on a tous à apporter de la maturation par rapport à ça pour comprendre un peu mieux ce qu'est qu'être un freelance. Et j'espère que cet épisode l'a aidé. Ok.
Bon, ben, en tout cas, merci à tous les deux. Merci encore, Florentin, d'être venu sur l'épisode. C'était super cool et on était très content de tester le format avec un invité aujourd'hui. Donc, je mettrai le lien de ton site dans la description pour ceux qui veulent en savoir un peu plus. Et puis, pensez à vous abonner à notre chaîne pour à être notifié pour les prochaines vidéos. Et le Zoom, donc, c'est tous les mardis, comme d'habitude. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Salut!